Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le tribunal de l'actualité. C'est la 15e sortie de cette 16e saison. Et sur la table des juges aujourd'hui, eh bien, les tensions persistantes entre la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le Mali d'une part, ainsi que la Guinée d'autre part, deux pays de l'espace engagés dans des processus de transition. Pour juger de cette actualité, nous avons normalement un convoqué qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais en attendant, je vais donner la parole aux juges pour leurs avant-propos. C'est la 5e et dernière audience pour cette actualité. Je convoque donc sans tarder les avant-propos de ce matin. Avant d'écouter les avant-propos, bonjour juge Bougma. Bonjour président Toumondi, bonjour juge Baha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Toumondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je m'appelle Serge Mathias Toumondi, je préside cette audience, je préside donc le tribunal de l'actualité. Juge Bougma, quel est votre avant-propos du jour? Merci. Mon avant-propos du jour est en lien direct avec l'avant-propos, mon deuxième avant-propos d'hier d'ailleurs, s'agissant du retrait du titre de docteur honoris causa à Blaise Compaoré par l'université Jean Moulin de Lyon. Donc hier je disais que je suis étonné que beaucoup soient étonnés, mais l'autre aspect c'est aussi que si le président Blaise Compaoré est indigne maintenant, parce qu'en son temps il était digne, quand bien même c'est une université qui sait ce que un homme a eu comme parcours pour venir mériter de porter leurs apparats. Donc si c'est aujourd'hui que l'université se réveille, se rend compte que Blaise Compaoré a été indigne de porter leurs apparats et qu'ils vont retirer, il y a quand même autre chose aussi à faire, parce que c'est pas sans compensation. Est-ce que l'appui financier aussi va être remis? S'il est indigne de porter les apparats, vous n'êtes pas aussi digne d'empocher son argent. Ça, il faut également qu'on se dise la vérité, parce qu'il y a eu des intermédiaires pour que ça marche. C'est d'ailleurs un ancien consul du Burkina à Lyon, qui n'est plus, qui est décédé en 2017, qui a travaillé, Jean-Emmanuel Goulemoun, qui a travaillé à ce que cela puisse avoir lieu. Donc, je dis bien, si vous estimez qu'il n'est plus digne de porter vos apparats, c'est que également il avait donné comme contribution pour l'université, il faut le lui reverser. Simple question de logique. C'est une question de logique. Pour qu'on soit clair et net que bon, vous n'avez plus besoin de lui, il ne mérite plus vos apparats, parce que c'est maintenant vous vous rendez compte qu'il n'est pas digne. Et en même temps, il faut... Je dis parce que c'est pas sans rien. En son temps, ça avait été dit en sourdine. Donc, je pense également que logique pour logique, parce que ça dérange. Moi, je dis bien, parce que je n'arrive pas à comprendre qu'une université de cette trempe-là se trompe gravement sur la qualité d'une personnalité, et c'est des années après qu'elle se rend compte qu'elle s'était trompée. Donc, qu'elle également assume sa partition jusqu'au bout en remettant ce qui avait été donné comme contribution dans cet engagement. Je pense que c'est ni plus ni moins que justice qui sera rendue également, et à Blaise Compaoré et à tout le monde, de mon point de vue. Et on peut aussi dire que ce qui a été établi en 2004 devrait rester donc pour la postérité. C'est 2004, oui, tout à fait. 2004, donc, on peut ne pas aussi comprendre pourquoi on revient sur cette attribution. Pour une université, en tout cas, c'est trop gros pour passer. On peut se demander pourquoi on revient sur cette attribution des années, voire des décennies après. Juge Vara, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci président. Mon avant-propos, c'est les concours fonction publique, concours direct 2022. Et il y a ceux qui tapent aux portes dans le chiffre a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de commentaires. Plus de 2 106 000 l'assaut de seulement 6 069 postes. Ouais. Donc quand on voit le ratio et on voit les chiffres, on se dit que ça dénote qu'il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Mais je crois que derrière aussi, il faut lire une certaine réalité. C'est que la fonction publique est demeurée pour beaucoup comment dire cela, l'employeur stable et l'employeur le plus crédible dans nos économies. C'est ça la réalité. Et parce que nos économies sont toujours fragiles, parlons du secteur privé. Donc ça doit nous amener à réfléchir. D'abord sur, c'est vrai, la formation
qui est celle donnée dans nos universités, dans nos grandes écoles et autres, mais aussi il y a la question d'une culture. L'entrepreneuriat, parce que l'alternative à ça, c'est entreprendre et embaucher, c'est-à-dire que être soi-même son patron, ou bien aller travailler dans un privé et puis après peut-être se mettre à son propre compte. Mais c'est une culture. Il y a beau, vous l'aurez beau enseigner à quelqu'un, s'il ne l'a pas, ça sera vraiment compliqué. Et il y a aussi un écosystème, il y a un contexte qui doit être favorable. Et c'est pour cela que à chaque fois, on a nos dirigeants qui disent on a facilité les choses pour la création d'une entreprise au Burkina Faso. Le contexte économique, on essaie de le rendre favorable à l'entrepreneuriat et tout. Mais la réalité, c'est que c'est toujours compliqué. Le premier pourvoyeur de marché demeure toujours l'État. Alors que la plupart des commerçants qui nous écoutent savent comment on fait pour avoir un marché, c'est pas simple. Ceux même qui sont censés les faire passer ont quelquefois des entreprises qui n'existent que dans un sac, qui ressortent que lorsqu'il s'agit de faire des soumissionnements. Et puis celui-même qui doit décider à la fin par ricochet, vous verrez que c'est un proche, c'est quelqu'un en tout cas avec qui il y a une certaine collusion, qui va avoir le marché. Et qu'est-ce qu'il se passe, c'est qu'il ne peut pas l'exécuter. Il va maintenant faire appel à un vrai entrepreneur. Et entre-temps, il y a de l'argent qui reste sur la route. L'autre le fait avec des difficultés parce que ce qu'on va lui remettre n'est pas si conséquent que ça. Si dans cela, il doit avoir des salariés dont il doit s'occuper, ça devient vraiment compliqué. Donc, si on ne repense pas notre système, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on n'aura jamais un privé qui puisse vraiment s'en sortir. Et on aura toujours cette ruée vers les postes qui sont offerts par la fonction publique, parce que c'est là où les gens trouvent une certaine garantie de stabilité. Donc, je pense qu'il y a à repenser beaucoup de choses. Il y a la question de la formation, certes, il y a un écosystème à mettre en place, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut lire derrière ces chiffres-là. Ça nous revient à la figure, ça va revenir comme ça chaque année, tant qu'on ne repensera pas notre modèle. Il va falloir repenser le modèle afin de prendre en compte tout le monde. Enfin, on ne peut pas prendre en compte tout le monde non plus. De toute façon, nous sommes à une nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV. Vous venez d'écouter les avant-propos des juges, vous le savez. Ici, eh bien, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. L'audience du jour porte sur les processus de transition au Mali et en Guinée, sur fond de relations difficiles avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO, nous venons d'assister à un sommet extraordinaire en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé de prendre des sanctions contre la junte. Avant d'arriver au cœur du sujet, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ce sommet délocalisé à New York, juge Bougman? Je ne sais pas, peut-être que... Bon, pour faire simple, il y a un sommet extraordinaire qui a été voulu en marge de cette Assemblée générale. Certainement, les chefs de l'État de cet espace-là se disent que quand tout le monde ira à New York, allons nous voir à New York en même temps. Donc, je ne sais pas, souci d'économie ou du quoi. Opportunité. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour discuter de ces problèmes, c'est à New York, très loin d'ici et des peuples, que cette rencontre a eu lieu pour prendre des mesures qui vont concerner des populations qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc, sincèrement, j'aurais aimé que le sommet se tienne dans un des espaces. Mais bon, peu importe, compte tenu du fait que les uns et les autres veulent aller très vite, parce qu'il y a une Guinée qui commence à agacer, et puis il y a un Mali qui gêne. Maintenant, bon, on a un Burkina qui est rentré dans les rangs, il faut agir vite pour circonscrire le feu. Donc, même si Alassane Ouattara avait demandé un sommet extraordinaire sur l'affaire des militaires, ouais. Sur l'affaire des 49 devenus 46 au Mali. Apparemment, ils ont tout mis dans le sac de l'autre côté pour pouvoir passer à une autre chose. Donc, question de forme, je pense que quand même on devrait rester dans notre sphère géographique. Oui, mais c'est une opportunité. Juge Vara, cette posture a été décriée notamment par la Guinée, qui a estimé qu'il n'était pas judicieux de tenir ce sommet loin des terres africaines. Bon, ça, si on veut rester dans ce type de débat-là, on dira que même notre Union africaine, les locaux que vous occupez là, et qui les finance, et puis comment est-ce que ça se passe. Offert clé en main par la République populaire de Chine. Voilà. C'est-à-dire que quand nos chefs d'État tapent du poing sur la table, c'est une table chinoise. Même sur le continent.
Donc, si on veut regarder les choses comme ça, je pense qu'on va se tromper. Il y a une opportunité. Je pense que les chefs d'État, la plupart ont leur calendrier, ils ont dû le saisir. Et puis, voilà. Maintenant, le plus important pour moi, c'est le contenu des échanges, c'est ce qu'il en sort. Que ce soit fait ici ou ailleurs, pour moi, c'est une question d'opportunité. Une question d'opportunité, donc je vous le disais tout à l'heure, nous avons un convoqué pour cette audience. Il s'agit de Salam Kassem Sourouema. Il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonjour Kassem Sourouema. Bonjour, votre Merci d'avoir accepté notre convocation. Alors, vous êtes politiste, vous avez été convoqué pour nous éclairer sur cette actualité régionale concernant la CEDEAO et certains pays de l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Je vais demander donc aux juges qui, s'ils ont des questions de généralité, de commencer par ces questions de généralité-là. Juge Bougman? Non, moi j'en ai pas. Oui, juge Vara? Non, pas de question de généralité, je veux qu'on reste sur... Bon. On reste sur le sujet, donc... D'abord, président, c'est vrai que quand on regarde le Burkina, c'est un peu le bon élève. On ne va pas tous s'attarder là-dessus. On peut donc parler du Burkina rapidement? Rapidement, oui. Rapidement, puisqu'on est dans le même processus. On est dans le même processus de transition, même si la CEDEAO estime que ça se passe plutôt bien au Burkina. Bon, la question de généralité que j'aurais, c'est... on dit bien que ça se passe assez bien au Burkina, mais quand on regarde dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas un traitement de faveur nous concernant, ou mais c'est parce qu'on a une diplomatie qui est bien en branle? Tout qu'on fait, ce sont des transitions venues après des coups d'État et c'est des militaires. Je suis heureux aussi d'être sur ce plateau, même si ce n'est jamais simple d'être devant le prétoire d'un juge. J'espère que ce que j'aurai à dire ne sortira pas du répertoire que vous utilisez. Donc, pour revenir à la question sur le Burkina, je pense que la qualité de l'élève qui nous a été attribué bon élève n'est pas liée au contenu de ce que nous faisons, mais est liée simplement au fait que nous nous sommes alignés en proposant un calendrier, en acceptant de nous conformer aux directives de la CEDEAO. Je pense que si on met cela de côté, je ne suis pas très sûr que notre situation soit meilleure par rapport à celle du Mali, par rapport à celle de la Guinée ou tout autre. Voilà, donc comme on est pour le moment sur des questions de forme, de procédure, de formalisme, si vous êtes dans ces formes-là, bon, pour vous encourager, on dira que vous êtes un bon élève. Sinon, quand on suit un peu ce qui se passe, on voit qu'au-delà des formes, on a nous aussi de sérieux soucis, de sérieux problèmes que cette transition-là devra gérer. J'ai posé la question parce que sur la question des délais, on sait que la CEDEAO a été très souvent arrimée sur 1 an, au plus 1 an 6 mois. C'est rare même qu'on en arrive à beaucoup plus que ça. Alors que nous, on a l'impression que c'est de largesse dans le temps qui nous est accordé. Oui, mais parce que la CEDEAO se rend compte qu'avec cette nouvelle génération de transition-là, les 6 mois, les demi-années, 1 année là, ça ne suffit pas. D'autant plus qu'on a des expériences à l'appel, à commencer par le Burkina en 2015, le Mali en 2012-13, un peu la Guinée déjà. Vous voyez qu'un peu partout ces transitions-là avaient été circonscrites dans des délais temporels qui n'excédaient pas les 1 an, 2 ans. Mais à la sortie, les résultats que nous avons eus n'ont rien consolidé du tout. Et vous voyez que ceux maintenant qui conduisent les transitions ou qui sont appelés à conduire ces transitions-là ne sont plus aussi prêts à se laisser faire. Voilà. Donc ça fragilise non seulement la CEDEAO qui est obligée de manager pour garder un minimum de contrôle, pour éviter que ça parte dans tous les sens. C'est pour ça qu'eux aussi ils acceptent d'élargir un peu les délais. Mais de façon générale, sur les transitions, on est dans des délais qui sont compris entre les 6 mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans, selon la complexité de la situation. Et la CEDEAO, avait fait force sur elle de dire qu'on ne dépasse pas 1 an pour faire des élections. Mais avec la complexification progressive des questions, je pense que la CEDEAO, elle aussi,
et elle actualise ses process. La CEDEAO actualise ses process, nous dit notre convoqué du jour, c'est Salam Kassem Sourouema. Il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. La CEDEAO qui vient donc de tenir un sommet extraordinaire, loin de ses terres, à New York, en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La CEDEAO qui prend des sanctions contre la junte guinéenne. La junte guinéenne traîne les pieds pour fixer un calendrier clair pour la transition ouverte dans le pays depuis le coup d'État qui a renversé le 5 septembre 2021 à Alpha Condé. Des sanctions qui vont frapper graduellement des personnes dont la liste sera établie rapidement. Alors, que faut-il comprendre par cette décision? La CEDEAO fait-elle, selon vous, service minimum ou bande-t-elle vraiment les muscles contre la Guinée? Je pense qu'elle est plutôt dans le service minimum. Après ce qui s'est passé avec le Mali, où la lourdeur des sanctions n'est pas passée inaperçue à tous les niveaux, et vu aussi la façon dont le Mali a géré les sanctions, quand on compare avec la Guinée, je dirais que le cas guinéen est encore plus compliqué que le cas malien, parce que le Mali est enfermé, ce n'est pas le cas de la Guinée. Il y a une histoire aussi que la Guinée a, qui n'est pas forcément celle du Mali. Donc, utiliser les mêmes sanctions lourdes sur la Guinée, si ça ne produit pas les résultats, je pense que ça va menacer d'assommer pour longtemps la CEDEAO. Donc, je pense que la CEDEAO joue un peu à l'équilibriste, voilà, en disant à la Guinée que, bon, il y a un précédent avec le Mali, peut vous infliger les mêmes sanctions, sauf que dans le cas guinéen, les sanctions ne peuvent pas avoir les mêmes effets parce que la Guinée bénéficie d'une situation, on va dire, naturelle qui la met à l'abri, qui la favorise par rapport aux autres. Donc la CEDEAO essaie de jouer, voilà, elle manie le bâton et la carotte, comme on dit. Voilà, les sanctions ciblées, bon, c'est pour toucher des personnes en espérant que, compte tenu de tout ce qu'elles pourront perdre ou tout ce qu'elles auront à perdre, elles vont revenir plus ou moins à la raison. Oui, juge Boumba. Oui, c'est vrai. Nous avons une date pour les élections. C'est ce qui fait que on nous traite de bons élèves, comme a dit l'invité. Mais le Mali aussi a une date pour les élections. Alors que bon, il y a une mission également qui doit s'y rendre. Et puis toutes les sanctions sur le Mali n'ont pas été levées, notamment les sanctions qui pèsent sur le déplacement de certaines personnalités maliennes. Et le Mali plaide d'ailleurs pour cette levée-là. Alors, est-ce que cette situation peut se comprendre? La levée de l'interdiction de circulation des personnes, où je n'ai pas bien saisi. De certaines personnalités maliennes, parce que tout le Mali toutes les personnalités pour le moment. Les sanctions économiques et financières ont été levées, mais il y a des sanctions personnelles qui restent de vigueur vis-à-vis de certaines autorités maliennes. Et puis de toute façon, au Burkina comme au Mali, la transition est circonscrite dans un délai de 24 mois, ce qui n'est pas encore le cas en Guinée, puisque la Guinée envisage de mener sa transition pendant 36 mois. Oui. Bon, sur les sanctions, je pense que si le dialogue évolue dans le bon sens, que le Mali se montre coopératif, il n'est pas exclu que la levée de ces sanctions pesant sur les personnes peut être un élément qui facilite le dialogue avec la CEDEAO, peut-être un élément qui facilite aussi la conduite de la transition. Mais comme le Mali a déjà montré par une fois que il ruse d'une certaine manière avec la CEDEAO, qu'il a toujours une sorte de relance par rapport à ce que la CEDEAO fait. Donc c'est aussi comme une sorte de garantie que la CEDEAO a à sa disposition pour agir au cas où. Voilà. Bon, je pense que c'est dans ce sens-là. Maintenant, sur les transitions Guinée, Mali, sur les élections, je pense que la Guinée va finir par trouver un calendrier, voilà, avec ce qui se passe, seulement que ça ne sera pas ce que la CEDEAO veut comme calendrier, ça ne sera pas, de mon point de vue aussi, ce que la junte veut comme calendrier. Donc, il y aura certainement un mix qui va être trouvé, voilà, au forceps, je pense. Ouais. Juge Boumba, vous êtes satisfait de la réponse du convoqué? Vous voulez oui, c'est surtout sur les sanctions. Oui, sur les sanctions, non. Okay. Sur les sanctions, en ce qui concerne le Mali, non. J'ai plus rien à ajouter. Juge Vara? Oui, moi je vais un peu revenir sur la Guinée. Et quand on regarde, c'est vrai que vous dites, peut-être que ça va se faire au forceps, avoir un délai qui soit peut-être un genre de juste milieu, ce que veut la CEDEAO et ce que veut la jeune guinéenne. Mais est-ce que Embalo n'est pas mal parti? Déjà, lorsque,
terme d'une visite, il rappelle dans une interview que les autorités de transition avaient convenu qu'on ramènerait le délai à 2. Ce qu'ils ont traité de mensonge. 2 ans. Exactement. Voilà, à 2 ans. Ils ont traité ces propos-là de propos mensongers. Et puis, il y a eu aussi une dernière sortie encore de Mbalo qui disait qu'il s'exposait aux sanctions parlant de la Guinée s'il maintenait les 3 ans. On a vu la sortie du colonel Adama Kamara, si je ne me trompe pas, qui est le secrétaire général de la présidence donc de la transition, qui a eu des propos plus que forts, parlant de diplomatie de guignol. Exactement. Il a eu des propos très durs à l'endroit de Umaro Sissoko Embalo. Est-ce que là, ça ne risque pas de faire gripper la machine, puisque celui-même qui est à la tête de cette CEDEAO semble être celui qui cristallise maintenant les oppositions? Tout à fait. Je pense, comme vous l'avez dit, c'est très mal parti, mais je pense aussi qu'il faut comprendre le président bissau-guinéen, pour faire la différence avec l'autre Guinée. Il est un peu comme juge et parti. Puisque lui-même, il a échappé à un coup d'État. Donc, toutes les fois où, quand on dit quand le serpent vous mord, quand vous voyez une ficelle ou tout ce qui ressemble à ça, bon, je pense que là, il a manqué de faire la part des choses entre sa statut de chef d'État de la Guinée-Bissau et sa fonction de président en exercice au niveau de la CEDEAO. Je pense qu'il a fait une confusion au niveau de ces 2 rôles-là pour parler plus à titre personnel, pour parler beaucoup plus de ce qu'il a contre les coups d'État que comme le premier responsable de la CEDEAO qui doit faire la médiation justement pour arriver à des compromis et qui favorisent une bonne conduite de la transition. De ce point de vue-là, je pense que c'est extrêmement mal parti. Et ensuite, il y a le fait aussi que le président bissau-guinéen avait des relations déjà très tendues avec le président déchu Alpha Condé. Voilà, donc quand on met tout ça, c'est comme si la CEDEAO devient une tribune pour régler certains comptes. Voilà, parce que quand on analyse tout ce qu'il a eu à dire, non seulement les propositions, enfin, les prédictions ou les prévisions de sanctions contre la Guinée, c'est pas... même si ça prend l'effet d'annonce, c'était pas le lieu indiqué, c'était pas le moment indiqué, d'autant plus qu'il y a un sommet qui se profilait, c'était de dire simplement que bon, la situation sera examinée et il n'est pas exclu que la CEDEAO, voilà. Mais affirmer, c'est un peu comme si, voilà, on a décidé à l'avance, avant même toute concertation. Ensuite, il y a d'autres propositions qu'il fait, par exemple sur la lutte contre les coups d'État, et on se demande, bon, comment ça peut se faire? Donc les propositions sont tellement irréalistes de mon point de vue que je pense que le président est en train de faire des règlements de compte à partir de sa fonction de président en exercice. Voilà. Et ce n'est pas du tout bon pour la suite avec la Guinée. Est-ce que vous voulez... Oui, allez-y. Justement, pour qu'on en arrive à une situation qui soit celle d'éviter des sanctions à la Guinée et qu'on puisse accompagner la Guinée vers des élections, il faut maintenant que le président de la CEDEAO le président d'exil se mette un peu en retrait, qu'il y ait un autre pion. Comment ça va se passer? Non, bon, là, en fait, je pense que c'est pas tard. Hein. En diplomatie, ils ont toujours des mécanismes pour sauver les situations. Il suffit déjà, avec le sommet, le fait de n'avoir pas décidé de lourdes sanctions, comme cela avait été annoncé, acté, et que les sanctions vont être progressives. Je pense que c'est un élément qui permet déjà de faire baisser la tension. Et là, maintenant, je pense que le président va faire moins cavalier seul et jouer beaucoup plus collectif, collégial avec ses pairs et avec les ressources qu'il a au niveau de la CEDEAO en termes d'anciens chefs d'État, voilà, pour faire un mix, pour éviter que lui, il soit la figure de proue quand il s'agit de discuter avec la transition, la jeune guinéenne. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer, parce que de toute façon, les positions qu'il a eu à prendre conduisent à braquer, voilà, la jeune, qui fait que dès qu'il met le pied à Conakry, bon, je ne suis pas sûr que les discussions peuvent se faire de façon calme, dans la quiétude, pour arriver à des solutions qui ne sont pas de l'ordre de la passion.
Les négociations ne sont pas non plus aisées pour l'envoyé spécial ou le représentant donc, de la CEDEAO en Guinée, le médiateur, ancien président béninois, Thomas Boni-Yayi. Vous avez évoqué la question des coups d'État tout à l'heure et justement ce sommet extraordinaire a réaffirmé le principe selon lequel les coups d'État sont inacceptables dans l'espace CEDEAO. C'est le président de la commission de l'institution régionale qui l'a réaffirmé. Est-ce qu'il faut dire alors que c'est un coup d'épée dans l'eau? Ça ressemble beaucoup plus à ça. Parce qu'il y a l'affirmation des principes ou la pétition des principes, et puis il y a la réalité. Pour pouvoir donner toute la force aux principes, il faut que celui qui les porte ou celui qui les défend ait lui-même une assise, ait lui-même un contenu, ait lui-même, j'ai envie de dire, un certain poids. Sinon... Vous voulez dire que le président bissau-guinéen n'a pas cette assise, ce poids pour porter... Pas le président bissau-guinéen, toute la CEDEAO. C'est toute la CEDEAO qui n'a pas la stature pour porter ces principes-là. Encore, les États eux-mêmes n'ont pas la stature pour porter les principes. Donc on est comme dans une espèce de... je ne sais pas, dans une espèce de duperie généralisée ou dans une espèce de... folklore? Je ne vais pas dire mensonge, peut-être du folklore. On est dans une espèce où on a des choses qu'on affirme, on a des choses auxquelles on aspire, mais on ne se donne pas les moyens ou on n'a pas les capacités pour les porter ou pour les faire adhérer. On n'a pas des personnes qui ont la légitimité pour porter ce combat-là? Non, ce n'est pas des personnes, ce sont les institutions elles-mêmes là qui sont le problème. Juste Bougma. Oui, les institutions elles-mêmes qui sont le problème. Effectivement, aujourd'hui, des menaces de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on peut retenir parfois? Ça glisse sur la peau. Justement. C'est des menaces. Bon, ceux qui paient ces menaces les prennent, sourient et puis avancent. On a vu, je prends deux exemples. Le premier exemple, c'est le Mali. Les deux exemples sont au Mali. C'est de dire que si les Maliens ne font pas attention, la force en attente de la CEDEAO va rentrer à Bamako pour déloger les militaires. Et cette force en attente ne fait rien pour les questions sécuritaires. Elle n'est même pas là. Voilà. En tant que une force qui n'est même pas là. Les techniciens savent même qu'elle n'existe même pas. Et quand vous sortez ça, vous dites aux populations à la télé, mais ça frise le ridicule. Deuxième exemple, ce sont les sanctions économiques qui ont été imposées au Mali. La CEDEAO, personne ne se disait que le Mali allait tenir un mois. Personne. Donc, le Mali n'a pas de port, le Mali n'a pas ceci, vous allez voir, ils vont tomber et les Maliens ne sont pas tombés. Et aujourd'hui, que vaut une parole ou une menace de sanction de cette CEDEAO? C'est beaucoup plus là la force de l'institution. Mais à l'intérieur aussi, à la qualité des hommes en même temps. Quand vous prenez quelqu'un qui a tripatouillé sa constitution pour se faire élire comme Alassane Ouattara et qui bande les muscles contre les militaires maliens, alors que lui, son compère de la Guinée a été déposé parce que lui aussi il a modifié la constitution. Lui, il craint aussi à son niveau. Donc, dans ces conditions-là, il y a un problème de crédibilité, non seulement des hommes, mais aussi de l'institution. Et là, le constat, il est juste, c'est un commentaire que je voulais faire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire la force de cette même CEDEAO quand on sait que, même sur les questions sécuritaires, pour appuyer les autres pays pour s'en sortir, elle ne peut pas. C'est qu'elle peut se bander les muscles contre des putschistes. Bander les muscles contre des putschistes, oui, juge Vara. Oui, mais je crois que notre convoqué du jeu il ne dit pas tout. Parce que c'est vrai qu'il y a la question des institutions, mais disons le tout net, Bernard peut-être l'abordait tout à l'heure. Le Sénégalais, on ne sait pas s'il veut un autre mandat. L'Ivoirien, on ne sait pas s'il veut un autre mandat, alors qu'on sait ce qui est chrysogène dans nos pays. Maintenant, si ceux qui disent on ne fait pas de coup d'État sont plutôt dans des dynamiques qui fragilisent, je me dis qu'il y a un problème. La réalité n'est pas d'affirmer le non-coup d'État, mais c'est de prendre des décisions qui puissent accompagner de sorte à ce que ce qui est chrysogène là, on puisse les déceler et puis trouver des solutions. On a eu la question des 6 mois dans les textes. Mais on a compris que les 6 mois, ça ne vaut plus rien. La plupart de ceux qui voulaient continuer ont trouvé maintenant la méthode. Modification. Voilà, ils ont trouvé. Et c'est partagé aujourd'hui. Donc il faut trouver une autre solution à cela. Maintenant, est-ce qu'ils en veulent vraiment? C'est ça la question.
Voilà. Oui, Bon. J'ajouterais à ce que vous avez cité que le Togolais, par exemple, est arrivé au pouvoir d'une façon biaisée et qu'il s'est maintenu au pouvoir et qu'il a même modifié la Constitution pour ne pas partir et qu'il est toujours là. Donc il est dans les négociations et dans les médiations, ce qui fait que justement, comme vous l'avez indiqué, cette non-crédibilité des personnes qui portent ou qui sont à la tête de nos États rejaillit sur l'institution elle-même. Oui, en fait, c'est ça que j'essayais de dire. Mais le juge vous dit que vous n'avez pas répondu. Bon, je n'avais pas terminé. Bon, on ne peut pas tout dire aussi de toute façon. Voilà. On dit ce qu'on peut. Fait, quand je parle des institutions, c'est en fait ça. Quand vous prenez la CEDEAO, son rôle, c'est quoi? Quand on l'a créée en 1975, c'était pour faire quoi? L'économie. Il y a l'intégration. Il y a l'intégration. Aujourd'hui, là, on avait un agenda 2020-2020 pour faire la CEDEAO des peuples. Mais c'est ça que la CEDEAO avait l'ambition de faire depuis 1975, en commençant par le premier élément qui donne au peuple le sentiment qu'il est vraiment dans une organisation, la libre circulation des personnes et le droit d'établissement. Depuis 1975, et on s'était donné comme délai 2015 pour terminer tout ça. Aujourd'hui, là, vous pensez qu'on circule librement. Et quand vous regardez tous les textes, on a des textes, on a tout, mais quand vous allez à la frontière, vous savez automatiquement que vous n'êtes pas du pays là où vous allez. Voilà. Mais pour faire la CEDEAO des peuples, ça commence par là. Et là où il y a des manquements, il faut qu'on sente que la CEDEAO travaille, que les gens peuvent circuler librement, ainsi de suite. Le droit d'établissement, c'est pareil. Vous avez la Côte d'Ivoire qui avait fait une carte de séjour. Vous voyez un peu partout, on est en train de durcir. Donc, le peuple ne se sent pas dans la CEDEAO. De ce point de vue, la CEDEAO, là, c'est une faillite. Ensuite, maintenant, quand on regarde la nouvelle évolution de la CEDEAO vers les institutions, vers, on va dire, la dévolution du pouvoir, en se disant que c'est le premier élément, comme l'a dit le juge, chrysogène. Mais là aussi, on est dans une incohérence à tous les niveaux. Le premier élément, c'est comment les textes de la CEDEAO sont adoptés. Qui adopte les textes de la CEDEAO? Comment c'est discuté? Est-ce que les peuples sont associés? Ça se passe comment? Voilà. Allez-y faire un micro-trottoir, demandez aux gens s'ils connaissent les textes de la CEDEAO. À la limite, c'est le protocole sur le fait qu'il ne faut pas réviser. C'est ça que les gens connaissent. Les gens ne connaissent rien d'autre de la CEDEAO. Voilà. Et quand on prend sur la libre circulation, qui fait les textes? Quand on prend sur l'étape, qui fait les textes? Donc, vous voyez que c'est la première déconnexion de la CEDEAO, c'est à ce niveau. Donc, quand on a passé plus de 30 ans à à exister pour des réunions, pour des choses, et que le peuple ne se sent pas, vous ne pouvez pas subitement, parce qu'au sommet, là, c'est compliqué, et vouloir changer radicalement, prendre des sanctions. C'est à ce niveau-là qu'il y a une sorte de déconnexion entre les principes de la CEDEAO et la réalité du terrain. Ensuite, sur les textes, il a bien dit, on a dit on ne modifie pas avant 6 mois. On a trouvé le verrou. Mais le plus flagrant, les exemples ont été donnés. Le professeur Alpha Condé a tripatouillé. On a dit qu'on ne peut pas le sanctionner parce que bon, c'est du ressort de l'État, c'est sa souveraineté, ainsi de suite. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu sanctionner. Ça s'est fait au Togo. Donc quand vous avez un catalogue d'exceptions, il n'y a plus de règles. La règle maintenant, c'est que chacun fait selon les rapports de force qu'il y a chez lui. Donc une fois que ça c'est fait et qu'il y a un coup d'État qui est la conséquence logique de ce que vous n'avez pas pu sanctionner, ça devient très difficile et inconfortable de venir bander les muscles, puisque c'est une question de souveraineté, comme vous dites. Voilà. Donc, si la CEDEAO ne peut pas empêcher les choses en amont, en aval, là, elle ne pourra que s'accommoder avec ce qu'il y a sur le terrain. En fait, c'est ça toute la difficulté. Il faut qu'on puisse dire à Alpha Condé, la force en attente dont le juge Bougouma a parlé, tout ce que la CEDEAO a comme mécanisme, c'est Alpha Condé qu'il faut sanctionner. Il faut l'empêcher de modifier sa constitution. Il faut empêcher Ouattara de modifier sa constitution pour ne pas donner l'occasion ou le prétexte aux soldats de faire un coup d'État. Si vous avez échoué à ce niveau, alors que les soldats sont vus comme des messies qui ont une œuvre messianique à accomplir, c'est très très difficile. Alors c'est ça la difficulté. Après aussi, bon, les institutions ont leur logique. Hein. On dit CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. Et le délai qu'on se donne, c'est juste 10 ans. Bon, je ne sais pas comment je ne sais pas si on vit la même réalité, je ne sais pas c'est quoi les objectifs. Maintenant, 2020, on n'a pas pu. Bon, on a glissé maintenant à 2050. Probablement, si ça continue comme ça, en 2050, on va aller en 2100. Mais les institutions doivent vivre. Elles doivent se réapproprier leur mission et puis se doter des éléments qu'il faut. Mais ça, c'est impossible si le soubassement là n'existe pas.
Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut saluer ce que la CEDEAO fait. Pour que la CEDEAO existe, il faut qu'il y ait des États en dessous qui constituent le socle, le soubassement sur lequel la CEDEAO va reposer, l'UEMOA va reposer. Si tant que ces États seront faibles, avec tout ce qu'il y a, ça va rejaillir sur la CEDEAO. Il va falloir donc construire des États forts. Et on n'y est pas encore. Non, pas des États forts. Il faut construire des États. Des institutions. Il faut construire des États et des institutions. Oui. Bon, fort, ça prend une autre connotation selon la... Voilà. Mais l'État fort, c'est celui qui peut assurer ce qu'il faut à la population, qui peut assurer la sécurité, qui peut garantir que tout ce qu'il y a comme problème, on pourra trouver une solution. Mais que l'État ne se résume pas juste à des élections, à des chefs d'État qui se font des coups d'État, qui modifient. Voilà, tant que ça sera comme ça ne va pas être possible. Vous nous écoutez sur Watt FM, c'est la 100.7 en modulation de fréquence. Nous avons un convoqué au tribunal de l'actualité aujourd'hui. Il s'appelle Salam Kassem Sourouema. Il est politiste, ancien chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Nous parlons des transitions en Afrique de l'Ouest et notamment de la CEDEAO et de la gestion de ces transitions. Autre pays en transition, le Mali, où 49 devenus 46 militaires ivoiriens sont détenus depuis le 10 juillet 2022, donc le 10 juillet dernier. Là-dessus, la CEDEAO décide de l'envoi d'une mission de haut niveau à Bamako dès la semaine prochaine. Une mission composée des présidents togolais, sénégalais et ghanéens pour demander la libération immédiate et sans condition de ces 46 soldats. Une mission de la dernière chance, dit-on. Une mission que vous trouvez judicieuse, Kassem Sourouema? Bon, là-dessus, je pense que la question des 46 soldats, là, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'on a commencé par nous dire qu'on va laisser les institutions judiciaires faire leur travail. Donc si ces institutions doivent faire leur travail, tout ce qui est politique, tout ce qui devrait être des choses parallèles qui se font dans l'informel pour accompagner. Bon, mais maintenant que Bamako a des exigences en termes de contrepartie, vous voyez que là, on a quitté le terrain judiciaire. Et là, bon, quand on regarde la situation du Mali, on regarde la situation de la Côte d'Ivoire, on regarde le combat que la junte malienne mène, la question des 49 soldats là est un vrai casse-tête. C'est une question vraiment difficile à comprendre. Mais la mission, on espère que, compte tenu de l'évolution, compte tenu de la dangerosité de la question et des implications qu'elle peut avoir, non seulement pour les deux pays, mais pour les pays voisins, je pense à la Guinée, je pense surtout au Burkina, je pense que cette mission-là, si elle peut permettre qu'on trouve une solution, on va dire maintenant diplomatique, puisque judiciairement, ça ne semble plus prospérer. En tout cas, ça ressemble à ça, une mission de la dernière chance. Oui, juge Bougma. En tout cas, ça ressemble à une mission de la dernière chance parce que quand on regarde d'ailleurs la composition de la mission, on a le président togolais qui est beaucoup plus proche des militaires maliens qui sont le pouvoir, médiateur. Voilà, qui est pratiquement aussi le médiateur de cette affaire. Celui du Sénégal, c'est le président en exercice de l'Union africaine. L'Union africaine, voilà. Donc celui du Ghana, lui, il est proche de Alassane Ouattara. Donc il parle le même langage. Il fait partie d'ailleurs de ceux qui ne voulaient pas voir même en peinture. Des durs. Voilà, il fait partie des durs contre le Mali. Donc mission, comment on appelle ça, savamment dosée pour pouvoir aller effectivement parler aux militaires maliens par rapport à cette affaire-là. Dérangeant parce que la Côte d'Ivoire dit que le Mali finalement fait du chantage, ce qui était donné comme des mercenaires. Quand ils disent que c'est de l'échange, ce n'est pas ça, donc ils ne comprennent pas. À la limite, c'est comme si le Mali n'était pas en droit aussi de demander une contrepartie. Il y a toujours eu échange entre prisonniers, entre mercenaires, entre Israël et Palestine, qui ne filent pas du tout le bon coton. Alors, sur cette question, les États-Unis, la Russie, entre la Chine et plusieurs autres pays, ça se fait. Maintenant, ici, ça devient pratiquement un scandale sous-régional. Sur cette question, on peut avoir l'avis de notre convoqué du jour. Oui, cet échange est normal ou pas? Non, je vais commencer par ça. Si on dit qu'on va laisser la justice faire son travail, avec la justice, il n'y a pas d'échange. C'est soit ils sont coupables, soit ils ne sont pas coupables, on les libère ou on les incarcère. Il n'y a pas d'échange. Maintenant, si on quitte ce terrain judiciaire, qu'on glisse dans le terrain politique et diplomatique, évidemment, les échanges là sont autorisés. Maintenant, la question, vous avez la Côte d'Ivoire qui est dans un régime, on va dire, normal, constitutionnel, et puis vous avez le Mali qui est dans un régime de transition. Vous voyez que par rapport à la question des droits de l'homme, si on doit faire un échange de prisonniers, vous voyez que extrader un Malien qui vit en Côte d'Ivoire vers le Mali,
Voilà, quand on sait aussi les conditions dans lesquelles ça se passe, voilà, rappelez-vous qu'au Mali, il y a des gens qui sont morts en prison, incarcérés, qui n'ont pas eu à... Voilà, donc quand vous mettez tout ça dans la balance, ça complique sérieusement les choses. Voilà, mais sinon l'échange là, c'est quelque chose de tout à fait normal. On aurait commencé par ça dès le départ, qu'on n'aurait pas eu tout ça. On aurait peut-être avancé. Oui, juste moi, vous avez fini? Oui, je pense également que si les Maliens sont arrivés à demander des échanges, c'est parce que l'affaire a glissé sur le terrain diplomatique. Ou même des autorités religieuses ivoiriennes ont été envoyées au Mali pour cette affaire. Donc la religion même si est mêlée. Donc à un moment donné, bon, on dit, bon, ok, donc, dans ce cas, nous on lâche du lest, mais voilà la contrepartie aussi qu'on veut, puisqu'on veut régler ça diplomatiquement. Mais effectivement, le Mali est dans une situation d'exception, la Côte d'Ivoire est dans un régime démocratique normal. Dans ces conditions-là, comment on s'assure du respect des droits de ceux qui vont être échangés si la Côte d'Ivoire accepte? Et maintenant, comment faire? Je pense que Assimi Goïta, en glissant sur le terrain diplomatique aussi, s'est fait avoir entre griffes. Parce que quand il l'a envoyé sur le plan judiciaire, il tenait un bon bout. Quand on tient compte des profils de ces éléments de la force spéciale, la MINUSMA qui disent que non, nous n'étions pas au courant, sincèrement ce n'est pas notre affaire, même si le secrétaire général de l'ONU est en train de rétro-pédaler de façon incompréhensible dans ce dossier-là. Mais c'est un dossier qui est très compliqué, comme on le dit. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort alors qu'on n'a pas intérêt à ce que les muscles soient suffisamment bandés entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire qui opère sa manœuvre, et le Mali également qui est en train d'opérer des manœuvres à la frontière avec la Côte d'Ivoire, surtout que la Côte d'Ivoire a aussi entamé ces manœuvres-là. Je pense qu'on n'en a pas besoin dans notre sous-région actuellement. Mais alors, juge Vara, comment on règle cette situation, cette question, lorsque on nous dit que cette mission, qu'on qualifie de haut niveau et de la dernière chance, se déplace à Bamako pour demander la libération de ces soldats, une libération immédiate et sans condition? Ça veut dire quand même qu'il n'y aura pas cette tractation entre échanges de prisonniers. Non, il y aura forcément des tractations. Parce que n'oublions pas aussi que c'est le Togo qui, pour moi, est chef de file, hein, quand vous regardez, parce que c'est le seul que le Mali accepte. Maintenant, le problème, c'est que ce soit à Abidjan ou Accra, on se dit que voilà un monsieur qui s'accommode très facilement de putschistes. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et pourtant, il faut bien quelqu'un qui soit accepté pour qu'on puisse mener des discussions. Et je pense que Faure a tenté beaucoup de choses. Et si on se rappelle bien, il y a seulement quelques semaines, le Mali même disait qu'il faudrait laisser la chance plutôt à la médiation qui est faite par Faure. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont un canal pour eux qui est beaucoup plus enclin à les écouter et par lequel on pouvait trouver des justes milieux. Maintenant, est-ce que ajouter le Ghanéen, ça ne risque pas de braquer les positions? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. D'autant plus qu'on sait qu'il ne vient que pour être un genre de résonance depuis Abidjan en termes d'intérêt et des choses partagées. C'est là un peu ma crainte. Mais moi, il y a aussi un autre point pour moi qu'on veut éluder. Mais bon, l'ONU, Guterres, qui nous dit ce ne sont pas des mercenaires. Ouais. Mais attendez, aux premières heures, ils ont dit, Abidjan a été clair, ils disent que ceux qui sont partis, c'est une mission de soutien dans le cadre des opérations de la MINUSMA. Maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas pu donner de documents qui prouvent qu'ils sont couverts par l'ONU. C'est facile de dire ce ne sont pas des mercenaires, mais c'est qui? N'oublions pas que le Mali, avec les forces danoises, malgré que c'était ouvert pour les forces européennes, a refusé que les Danois arrivent parce qu'ils disent que ça s'est fait sans leur consentement et qu'il y a des protocoles qui devaient être respectés. Donc on leur a dit de repartir chez eux d'Ardar. Ils étaient plus de 90. Donc il faut être couvert par des documents. Ils sont couverts par quoi? Ils sont couverts par quoi? Maintenant, à la réalité, c'est qu'il peut y avoir comment on appelle cela, des petites formalités qu'on ne pensait pas forcément compliquées et tout. Et puis après, on se retrouve piégé. Mais je pense aussi que si aujourd'hui le Mali, avec une charge comme celle d'atteinte à la sécurité de l'État, veut négocier pour avoir en contrepartie des gens qui les dérangent, qui sont depuis la terre des Burnis, c'est qu'on est conscient aussi qu'ils n'étaient pas venus faire un coup d'État. Donc, il y a une situation qui a encore crispé les choses et de laquelle chacun veut obtenir quelque chose. Je pense que c'est là où ça coince. Tout à fait. Maintenant, il faut trouver un juste milieu. Alors, le rôle des Nations Unies dans cette... Voilà, sur ce point-là, je pense que les Nations Unies là, ont joué un rôle important.
en disant au départ, là, bon, on ne les connaît pas, c'est pas ci, c'est pas ça. Je pense que c'est ça qui a plutôt compliqué. Mais ce qui se passe avec les 49, 46 soldats, là, je pense que c'est de l'ordre beaucoup plus de la pratique. C'est un peu comme même au sein des États, il y a des choses que les gens font. Quand vous regardez, on est à la lisière de la légalité et de l'illégalité. Et ce sont des pratiques acceptées un peu comme des gentleman's agreements que les gens font. Sauf que dans ce cas présent, et si on reprend l'histoire de la transition malienne, vous allez voir que les lourdes sanctions là ont été, voilà, du point de vue des Maliens là, orchestrées par Alassane Ouattara, qui a été le porte-flambeau pour que les sanctions là atterrissent sur le Mali. Et n'oubliez pas aussi que juste avant, il y avait des histoires d'écoute où on entendait des gens parler en disant que bon, ça va être juste, voilà. Bon, donc je pense que le Mali a pensé, avec ses 49 soldats là, rendre la monnaie de la pièce à la Côte d'Ivoire. Sauf que l'évolution fait que c'est un chemin qui est sans issue. Alors que quand vous regardez aussi le Mali, bon, la transition malienne, là, elle vit de crise, elle vit de soubresauts. Tant qu'il n'y a pas de crise, tant qu'il n'y a pas de soubresauts, les autorités n'arrivent pas à affirmer, voilà, leur aura, leur personnalité. Donc je pense que tout est bon aujourd'hui pour faire parler de la transition. Et je pense, ça c'est une analyse, pas encore, mais je pense aussi que le problème avec ces 46 soldats, comment le Mali sort la tête grande, comment surtout Goïta sort de cette affaire-là en ne perdant pas la face. Parce que si on libère les 46 soldats, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien. Vous voyez que l'aura qu'il a, la figure qui lui est attribuée aujourd'hui comme étant le garant de la souveraineté, de l'indépendance, comme l'homme fort qui indique là, vous voyez que je pense que c'est tout ça là mélangé aujourd'hui qui fait que les uns et les autres cherchent à trouver une issue, voilà, qui arrange tout le monde. Et l'autre chance, c'est que vous avez du côté de la Côte d'Ivoire, bon, ça ne me plaît pas de le dire, mais c'est le président quand même, c'est Alassane Ouattara, qui n'a pas un tempérament belliqueux affirmé en tant que tel. C'eût été un autre président, voilà, j'ai envie de dire de la trame ou de la moitié de la trame de Goïta, peut-être que les choses n'en seraient pas là aujourd'hui encore. Voilà, je pense que c'est tout ça là qui fait que, bon, du côté de la Côte d'Ivoire, avec le traumatisme de 2010 en venant là, bon, les gens ne veulent plus. Voilà. Donc, je pense que probablement, quand on dit sans condition et sans délai, bon, c'est des éléments de langage. Voilà, mais certainement et forcément, il y aura des tractations pour arriver à une solution. Qu'arrivera-t-il si on ne tombe pas sur un accord et si ces soldats ne sont finalement pas libérés sans conditions et immédiatement? Je pense qu'ils seront forcément libérés. Ils seront forcément libérés. Sinon, il n'y a pas d'issue avec des soldats étrangers dans des geôles d'un pays. Ça va être beaucoup plus compliqué de les garder que de les libérer. Ça va être beaucoup plus compliqué de les garder que de les libérer. Cette situation arrive au lendemain du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Il y avait donc le président guinéen qui s'est déplacé sur Bamako. Est-ce qu'on est en train d'assister à un axe Bamako-Conakry qui semble impacter l'Ouest africain avec donc des messages de soutien et tout ça pour une nouvelle redéfinition de l'Africain de demain? De l'Africain de demain, je ne pense pas. Non, de l'Africain de demain, je ne pense pas. Mais en tout cas, il y a un axe pour donner aux acteurs là les coudées assez franches pour faire de leur transition ce qu'ils veulent. Voilà, quand on regarde la Guinée en passant par le Mali, c'est comme une sorte d'arc qui va de l'océan Atlantique, qui ressort de l'autre côté. Donc, si la Guinée et le Mali sont coalisés, toutes les sanctions de la CEDEAO là n'auront aucun effet. Voilà, puisque le Mali va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec le port, ainsi de suite. Bon, donc, à ce niveau-là, il y a une sorte de solidarité tout à fait logique, parce que si le Mali est sanctionné, que la Guinée est dans la même situation, elle risque d'être sanctionnée. Donc, mieux vaut être solidaire avec le Mali pour espérer et atténuer les sanctions de la CEDEAO et puis casser. Voilà. Donc, il y a cet axe-là, dès le départ, est là. Maintenant, est-ce que ça va permettre de définir l'Africain de demain? Ça, je n'y crois pas du tout. N'y crois pas du tout. Juge Bougma, rapidement. Un mot là-dessus? Oui, bon, j'ai dit c'est une situation qui est... Les deux pays, en tout cas, forment un bon tandem.
Et le Mali, la Guinée avait déjà ouvert son port. Et on a vu la cargaison de carburant que la Guinée a fait parvenir au Mali et tout le message de soutien. Et d'ailleurs, quand la CEDEAO tient son sommet, juste après les conclusions, Doumbouya sort et puis il dit qu'il n'était pas d'accord. Et il dit d'ailleurs que lui n'a pas été associé. Tout en sachant que dans les questions de principe, son siège doit être vide, il doit être vacant au niveau de la CEDEAO. Mais il dit que ça a été pris sans avoir concerté la Guinée, donc au mépris total de ceci ou cela. Donc il est dans cette situation. Donc c'est un bon appui pour le Mali. Et les gens avaient pensé qu'on allait avoir un axe, Ouagadougou, Bamako, Conakry, compte tenu du fait qu'il y a eu des coups d'État. Oui. Mais finalement, ça se dessine comme un axe Bamako, Conakry. Et c'est aussi un terrain, c'est une donne que la CEDEAO doit prendre en compte dans cette affaire. Parce que s'il y a une autre glissade, un coup d'État dans un autre pays, ce n'est pas aussi évident. Donc, c'est une situation délicate qu'il ne faut pas traiter avec suffisamment de choses. Rapidement, juge Vara. Non, mais on est unis par nos éléments heureux et puis on est aussi unis par nos éléments malheureux. La Guinée aujourd'hui se retrouve dans le même problème que le Mali. Donc il y a comme un dénominateur commun naturel qu'ils se partagent. Et puis quoi qu'on dise aussi, c'est que la CEDEAO elle est face à un véritable problème. C'est-à-dire que la question des coups d'État et sa récurrence pose un véritable problème. Et quand vous regardez, on n'est plus dans le cas de figure où vous avez des militaires qui viennent et puis, qui ne sont pas à l'aise. Ce qui est en train de se passer, c'est ça la différence. Vous regardez le cas du Mali, on va dire que il y a beaucoup de certains disent démagogie et autres, mais c'est des gens qui sont bien viciés à leur fauteuil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la pression sous-régionale, il risque de faire plus qu'un mandat naturel. Donc c'est ça la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ici, vous voyez des pays qui sont dans cette dimension-là commencer à se coaliser. Je me demande si les autres vont résister. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui une grosse menace. Mais c'est naturel qu'il y ait un rapprochement entre la Guinée et le Mali au regard des dissensions qu'ils ont notamment avec cette CEDEAO-là. Un regard sur le temps qui nous est imparti et comme vous avez la parole, je vous donne 30 secondes pour tirer éventuellement la minute de cette audience. Non, ce qu'on peut espérer, déjà pour la question des soldats ivoiriens, qu'un juste milieu soit trouvé parce que l'escalade de tension, là, pour moi, ça ne sert à rien. Parce que ces militaires ne peuvent pas rester à Bamako. Et puis, ça sera difficile pour Alassane Ouattara de livrer ceux qui sont sur ces terres aujourd'hui. Ce n'est pas des soldats maliens. C'est pas échange entre soldats maliens et soldats ivoiriens. Si c'était ça, ça n'allait pas être compliqué. Mais seulement c'est que ceux dont ils demandent qu'ils soient livrés, si ceux-là sont remis au Mali, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Donc ça devient compliqué la question de la négociation. Mais je pense qu'il y a un juste milieu qui doit être trouvé et les Maliens, Goïta devrait relaxer ces soldats-là. Maintenant, sur la Guinée, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes turpitudes. Quand on prend le cas du Mali, pour aller à des élections, il faut résoudre la question sécuritaire. C'est pareil pour le Burkina Faso. Donc ça devrait aller plus vite. Pour ce qui est de la Guinée, c'est vrai qu'il y a des questions internes de gouvernance et autres, des questions de réconciliation. Il y a des grandes dates dans leur histoire dans lesquelles ils veulent regarder. Donc la justice est appelée et tout. Mais je ne pense pas qu'on soit dans les mêmes exigences. Donc ça devrait aller un peu plus vite. 3 ans, les ramener à 2, je pense que c'est possible. Alors qu'ils ont déjà fait plus d'1 an au pouvoir. Alors rapidement, juge Bougma, je vais vous contraindre dans 30 secondes, puis si vous avez une minute par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin. Bon, on espère que tout va bien se passer, surtout avec la crise des militaires au niveau du Mali. Et aussi, il y a même un autre dossier sur la table, c'est que les Maliens ont modifié la charte, autorisant les autorités actuelles à pouvoir briguer des mandats. Donc la CEDEAO aussi avait demandé que cela soit revu. Bon, pour le moment, ils n'en parlent pas. Mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va revenir. Mais pour la Guinée, je pense aussi que même si la Guinée a des dossiers judiciaires à régler, trouver une date assez raisonnable, c'est pas la mer à boire. Mais c'est normal, puisque notre CEDEAO aussi, le pont a cédé. Les transitions ne dépassaient pas 6 mois. Maintenant, on a concédé plus de 6 mois. Donc, c'est ça aussi, c'est cette porte ouverte qui laisse la porte à tous les abus.
Cette porte ouverte qui laisse la porte à tous les abus parce que justement on a des transitions new look avec des nouvelles réalités. On essaiera d'avancer sur cette question. On n'a pas évacué la question, mais on remercie notre convoqué du jour, c'est Salam Kassem Sourouema, politiste et enseignant chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Merci d'avoir accepté ou d'avoir honoré notre convocation. L'honneur est pour moi. Merci à tous les deux juges pour leurs conclusions. Merci également aux équipes techniques qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine sur la télévision Tru TV et sur la radio Watt FM. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles audiences avec un maillet toujours aussi incisif et sans complaisance.